Je suis Joëlle Broyer, je suis présidente de l'association RSE et Développement. Et donc, j'ai le plaisir de juste faire l'introduction technique et l'introduction de notre modératrice. Et après, je laisserai donc au modérateur intervenant la parole. Alors, Zara représentera pas Justine, je ne vais pas en parler. Donc, juste, je vais me cantonner donc, aux intros techniques et à la présentation de Zara. Les consignes techniques. Donc, tout d'abord, la première consigne, c'est à toutes les personnes qui arrivent, je vous demande de vous mettre en mute ou de vous mettre en... Donc, pour ça, vous avez plusieurs solutions. C'est soit vous éteignez le micro de votre ordinateur, soit vous cliquez sur la barre, donc dans la barre de menu, vous avez un dessin de micro, vous cliquez dessus et vous le mettez en silence. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Si vous cliquez dessus, vous serez en silence. Ou soit également, si vous faites apparaître la liste des participants, donc en cliquant donc toujours dans la barre de menu sur participants, là, vous voyez votre nom et vous pouvez également vous mettre en mute. Voilà, donc vous avez plusieurs options. Mais surtout, faites attention à vous mettre en mute, sinon tout le monde pourra entendre les bruits ou ce que vous pouvez dire, et donc ça gênera vraiment les intervenants et les participants. Donc merci d'avance. Et la dernière solution, c'est que nous, on vous met en mute ou en silence, mais ça risque de prendre du temps, enfin c'est moins bien, donc voilà. Donc merci de votre vigilance à cet égard. Donc, ensuite, normalement, sur l'écran de votre ordinateur, vous devriez voir la présentation, vous devriez voir des médaillons avec les intervenants en vidéo et quelques participants qui ont activé leur vidéo. On laisse parce que finalement, pour les intervenants, c'est aussi toujours sympa de voir du monde, hein, donc on le laisse. Si ça n'est pas le cas, alors déjà, si ça n'est pas le cas, va falloir rentrer en contact avec nous. Je vais vous expliquer comment faire et on va essayer de vous aider par la boîte de conversation à faire ces derniers réglages. Alors, ce qui est important, c'est surtout de voir la présentation et en plus, les vidéos, c'est plus sympa. Alors, pour pouvoir vous exprimer, donc puisque vous ne pouvez pas parler, au cas où vous n'auriez pas compris, vous devez vous allez parler par la boîte de conversation. Donc, cette boîte de conversation, soit vous avez déjà pu la faire apparaître, soit elle est apparue directement selon vos settings, selon vos paramètres, ou soit pour la faire apparaître, c'est donc vous avez une barre de menu Zoom, normalement en haut ou en bas, c'est toujours pareil, ça dépend de vos paramètres d'ordinateur. Et donc, cette barre de menu, vous devez cliquer, soit vous avez une petite icône avec un dessin de bulle, avec marqué conversation, je crois, ou chat, toujours pareil si votre ordinateur est en français ou en anglais, ou soit, toujours sur cette barre de menu, à la droite, vous avez 3 petits points. Et là, si vous cliquez sur ces 3 petits points, vous allez voir donc, plusieurs options, dont chat ou conversation, et vous cliquez dessus. Ça vous permettra de faire apparaître, donc, une boîte de conversation, et donc où déjà certains d'entre vous disent bonjour, participent, et donc où vous pouvez poser vos questions. Posez vos questions en faisant attention à ce qu'elles soient pour tout le monde et pas pour une personne en particulier. Et Zara, donc modératrice, les restituera. Voilà. Il y a une question sur les présentations PowerPoint, je réponds au passage. Donc oui, on diffusera donc avec les enregistrements, on diffusera les présentations PowerPoint. Et là, là, normalement, vous devriez tous avoir les consignes pour suivre en bonnes conditions. Juste pour faire apparaître les vidéos en haut, normalement, vous avez une toute petite fenêtre dans Zoom où vous allez voir, si elles n'apparaissent pas, des zones, donc un trait, un rectangle, 2 traits larges ou 2 petits rectangles et plein de petits carrés en carré. Donc le mieux, c'est de cliquer sur les 2 traits. Voilà. Et normalement, vous faites apparaître les vidéos. Donc attention, on se mute. Alors, à tous, il faut absolument mettre en mute. Tous. Il y en a qui ne sont pas en mute, il faut absolument se mettre en mute. On est à 83 participants, c'est super. Il faut vraiment veiller à être en mute. Du coup, donc voilà, donc j'ai assez parlé, je vais juste introduire Zara.
Donc, Zahra Id-Ahmed est enseignante-chercheur à l'Université de Rennes. Elle est spécialisée en communication des organisations et en RSE. Donc, sa thèse a porté sur la RSE. Zahra est aussi secrétaire générale de l'association. Et Zahra, enfin, a d'autres responsabilités. Donc, en particulier, elle est présidente pour la France du FOJICA, qui est alors je n'ai plus des têtes, mais en gros, donc c'est le forum des organisateurs pour l'émergence en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Tu rectifieras, j'ai un petit doute parce que je le fais sans l'avoir sous les yeux. Voilà, donc, et Zahra, en plus, donc, a une double culture donc, qui est extrêmement valorisante. Donc, voilà, je pourrais dire plein d'autres choses sur Zahra, mais je vais arrêter ici. Donc, Zahra, maintenant, comme il est 11h02, je crois, ou 3, je te passe la parole. Donc, merci à tous d'être avec nous. Merci à nos intervenants et donc, bon webinaire. Zahra, c'est à toi. Merci Joël. Bonjour à tous, chers participants, chères participantes. Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce premier cycle de webinaire Afrique sur la finance responsable. Donc, vous êtes, je vois, vous êtes très nombreux donc, à nous suivre des quatre coins de la planète. Nous vous en remercions infiniment. J'ai le plaisir de vous présenter donc, le webinaire consacré à l'investissement responsable qui sera donc, animé par Madame Anne-Catherine Husson-Traoré, Dr Dieter Van Walligem et moi-même. Voilà, donc avant de passer à la présentation de nos deux intervenants, donc Joël a rappelé quelques consignes donc, techniques de ce webinaire. Et donc chaque intervenant dispose de 10 à 15 minutes maxi, donc de temps de parole. Et nous aurons ensuite un temps d'échange questions-réponses de 15 minutes. Pour cela, donc n'hésitez pas à ouvrir la boîte de dialogue et poser vos questions. Voilà, donc dans un premier temps, nous écouterons Madame Anne-Catherine Traoré, donc directrice de Novetic. Anne-Catherine donc, est experte de la finance durable, dont elle est une avocate infatigable auprès de nombreuses instances. Elle rédige des articles, intervient dans de nombreuses conférences en France et à l'étranger, et elle prend la parole sur les réseaux sociaux. Elle a été membre du groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable, créé par la Commission européenne en 2017, et participe à de nombreuses initiatives. Anne-Catherine aussi elle a cofondé Novetic en 2001 en tant que rédactrice en chef et en est devenue donc directrice générale en 2006. Elle s'est spécialisée sur Internet dès 1998 après plusieurs fonctions éditoriales au sein du groupe M6 où elle a travaillé 13 ans. Voilà, donc et elle est diplômée donc, du Centre de formation des journalistes et titulaire d'une maîtrise de droit public. Donc, durant ce webinaire, Anne-Catherine nous exposera donc, les différentes approches de l'investissement responsable. Et en deuxième temps, nous aurons le plaisir d'écouter le professeur Dieter Van Walligem, donc enseignant-chercheur en finance durable à la Rennes School of Business, et directeur de programme de l'International MBA de Rennes School of Business. Et donc Dieter a obtenu un master en finance à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni et un PhD en finance à la Wharton Business School aux États-Unis. Et il est spécialisé dans les domaines de la finance durable et dans l'impact des aspects culturels sur le fonctionnement des marchés financiers. Voilà, donc dans la continuité donc, de ce webinaire, Dieter va nous expliquer donc, le lien entre la RSE et l'accès à la finance durable. Donc, je donne la parole à Madame Anne-Catherine. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez, puisque ce n'est pas mon cas, je ne me vois pas. Mais donc, vous voyez, est-ce qu'on peut lancer la présentation du coup, s'il vous plaît? Ouais. Parce que je vois la présentation, c'est déjà pas mal. Alors, donc bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravie de pouvoir vous expliquer un peu plus, alors dans les grandes lignes, ce qu'est la finance durable, mais vous pourrez ensuite retrouver beaucoup d'éléments sur notre site en accès libre. Alors, juste peut-être, ça existe depuis plus de 20 ans maintenant, et puis, mais ce qui est vraiment intéressant, et surtout qu'on va se focaliser ce matin, surtout qu'on a juste 10-15 minutes, c'est vraiment la façon dont ça a évolué dans les 3-4 dernières années. En fait, 2015, c'est vraiment l'année de rupture, puisque jusque-là,
C'était une technique d'intégration de critères environnementaux, sociaux, de gouvernance dans la gestion d'actifs qui se faisait sur des volumes assez modestes. Et en fait, la finance durable est devenue depuis 2015 une des pratiques majeures du marché et surtout poussée en particulier en Europe, mais pas seulement, par le cadre réglementaire et puis par les plus grands institutionnels. Donc, on est en train vraiment d'être dans un mouvement qui va faire de la finance durable probablement dans les temps qui sont accélérés encore plus par la crise du Covid-19, la pratique la plus importante. Alors, pourquoi ces années-là ont été des années de bascule? Parce qu'en 2015, et je ne vous apprends sans doute rien, il y a eu 2 événements majeurs dans ce domaine, qui est l'adoption de l'accord de Paris, qui donc capte théoriquement en tout cas le changement climatique à 2 degrés à la fin du siècle, et qui du coup suppose une transformation radicale de nos modes de production, de nos modes de consommation, et finalement un changement majeur qui était appelé en 2015, et on va voir comment il s'est petit à petit mis en place, et avec probablement un effet d'accélération avec la crise de 2020. Mais dans le même temps, en septembre 2015, ont été adoptés les objectifs de développement durable par les Nations Unies, qui sont tout aussi importants parce que finalement, avec les 17 priorités, ils définissent ce qu'est le développement durable déjà dans ses diverses dimensions environnementales, sociales et gouvernance, mais aussi, non, pas encore, c'est trop rapide, mais aussi il permet d'avoir une grille de lecture partagée dans le monde entier de ce que doit être la mise en application de nouveaux critères de performance environnementale. Par exemple, si je prends que l'égalité des sexes, vous savez comme moi que dans le monde entier, tous les gouvernements ou tous les États n'ont pas vraiment des politiques forcément égalitaristes, mais en revanche, les objectifs de développement durable disent bien que c'est l'objectif vers lequel on doit tendre, tout comme la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim et bien sûr la santé, qui est un des objectifs mis au premier plan par la crise du Covid-19. Alors, ça, c'est le cadre général dans lequel opèrent aujourd'hui les investisseurs, c'est-à-dire c'est les 2 caps qui sont les leurs aujourd'hui et qui transforment évidemment en principe leur gestion, enfin leur choix de gestion financière. Les 2 choses aussi très importantes qui sont plus européennes, c'est le fait que dès 2017, l'Union européenne, la direction qui s'occupe des marchés financiers, a décidé de faire de la finance durable une priorité. Et donc, du coup, ils ont mis en place ce groupe d'experts dont vient de nous parler Zara, dont j'ai fait partie, qui a publié un rapport qui est accessible, alors qui est en anglais, mais qui est accessible et qui est assez intéressant parce que sur une centaine de pages, il définit à quelles conditions la finance peut devenir durable dans sa globalité. Et surtout, l'Europe a adopté dès mars 2018 un plan d'action qui consiste là aussi à mettre en œuvre des réglementations et à mettre en œuvre des changements structurels pour que la finance durable soit la pratique de marché générale en Europe. Et c'est extrêmement intéressant puisque c'est une accélération de cette transformation, puisqu'au départ, il y a quelques pays d'Europe du Nord, la France, mais beaucoup de pays européens qui sont encore très peu développés sur ce champ-là. Par exemple, l'Allemagne et l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud aussi d'ailleurs, sont assez peu développés là-dessus. Donc, il y a eu vraiment une volonté de la Commission européenne de transformer et d'accélérer la finance durable en Europe. Alors, un des moyens de le faire, c'est cette taxonomie qui a été adoptée cette année, qui est une liste qui définit un référentiel complexe, assez technique, très intéressant, qui définit quelles sont les activités à proprement parler vertes, qui ont non seulement un bénéfice environnemental positif, mais aussi qui par leur activité, ne contribuent pas à avoir des dommages collatéraux, on va dire. Exemple très concret, un panneau solaire. En soi, c'est évidemment plutôt bien d'avoir de l'énergie solaire versus du pétrole, mais si ce panneau est fabriqué dans de mauvaises conditions, à la fois sociales et environnementales, alors ce n'est pas une solution. Et donc, c'est là où on change de slide. Pour vous montrer quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors normalement, il y a la slide suivante. Voilà. Ce cadre-là a une influence absolument considérable sur l'évolution de ce qu'on appelle la notation ESG, sur laquelle va revenir Dieter, qui est l'idée que pendant 20 ans, puisque ça a démarré dans les années 2000, on a observé plus particulièrement les grandes multinationales sur énormément de critères qui couvraient tout le champ, parce que le champ de l'ESG, il est par définition extrêmement vaste.
Là, je vous ai mis une sélection du type de critères qu'on peut regarder. Et la phrase est un extrait du site de Vigéo il y a 2 ans, qui disait on suit 330 indicateurs de 41 référentiels sectoriels dans 6 domaines et une quarantaine de critères d'analyse. Donc effectivement, ça donne des matrices extrêmement complexes dont le point faible est d'être basé exclusivement sur de la donnée fournie par les entreprises, de qualité extrêmement variable et surtout qui est du passé. C'est une donnée qui au mieux date de l'année précédente. Or, on voit, en particulier dans le contexte actuel avec la crise du Covid-19, à quel point les transformations peuvent être très rapides. Et donc, on a eu un mouvement qui est amorcé en 2015, qui s'accélère aujourd'hui, qui est de se dire finalement, ces données-là ne nous intéressent pas beaucoup en tant qu'investisseurs parce que finalement, elles ne nous disent pas comment les entreprises font face aux risques ESG qui sont les leurs et quelles opportunités elles pourront avoir et si finalement elles vont être résilientes aux grandes crises qu'on va traverser. Et le Covid-19 est le stress test de ce type de choses. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est au contraire de l'analyse de trajectoire. Alors, de trajectoire climat, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise, la stratégie de l'entreprise permet par exemple de respecter l'accord de Paris? Quelle est la trajectoire sur laquelle elle est? Donc là, il y a des modèles qui sont en train de sortir, qui évaluent secteur par secteur quelle est la trajectoire sur laquelle devraient être les entreprises. Et puis, dans le cas et c'est là ce que je vous ai mis, c'est dans le cas des objectifs de développement durable, regardez si l'entreprise et finalement, on prend une photo, puis de voir sur quelle trajectoire elle est. Est-ce que finalement, elle a une contribution plutôt positive, qu'elle contribue à atteindre les objectifs de développement durable, ou est-ce que finalement, son activité par d'autres dimensions est un obstacle à les atteindre? Et du coup, les modèles d'analyse, c'est de faire un ratio entre ces impacts positifs et ces impacts négatifs. Et est-ce que la stratégie de l'entreprise les met bien sur une trajectoire qui est de maximiser la contribution significativement positive et de minimiser l'obstruction significativement négative à l'atteinte des objectifs de développement durable. Du coup, c'est là, on passe à la slide suivante. En principe. Donc, l'idée, c'est que tout ça génère des nouvelles façons de noter qui ne sont pas des ratings ESG un peu flous sur des multiples critères, mais des choses très concrètes qui sont évidemment plus faciles à faire dans ce qu'on appelle le non-coté parce qu'on a des données, on a accès à des données plus facilement pour dans les entreprises moins complexes. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un fonds environnemental qui publie ce type d'indicateurs pour les entreprises dans lesquelles il investit, qui sont à la fois des critères environnementaux, donc de capacité d'énergie renouvelable installée, mais aussi des critères sociaux, le nombre d'emplois, le nombre par exemple, d'emplois en CDI, mais aussi d'emplois comment dire, des critères économiques, et puis aussi des critères de gouvernance, donc la place des femmes, le fait qu'il y ait des membres indépendants des conseils d'administration. Sur ces critères de gouvernance, en général, c'est à la fois l'indépendance, il y a aussi des critères sur la corruption, par exemple, et beaucoup sur la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes. Du coup, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment ça, et ça, c'est très nouveau. La problématique à laquelle on est confronté, sur laquelle reviendra aussi Dieter, c'est que chacun fait comme il veut. Donc, on a une multiplicité d'indicateurs d'impact qui rendent très difficile la comparaison entre deux produits financiers sur justement leur impact environnemental ou social. Donc, slide suivante. Bon, on va passer du coup rapidement à la slide suivante pour atteindre la suivante. Voilà. En fait, l'idée que je voulais juste vous montrer, c'est que c'est assez simple et j'espère que vous avez compris à travers ce que je vous ai expliqué. Mais par contre, ça a généré depuis 20 ans beaucoup de vocabulaire, beaucoup de jargon qui sont un peu une barrière à l'entrée parce que on a l'impression qu'il faut acquérir un certain nombre de compétences avant de pouvoir faire de la finance durable. Derrière ce vocabulaire, il y a en fait des choses assez simples. Slide suivante. Donc, des choses assez simples puisque tous ces vocabulaires recouvrent des pratiques. On peut classer de la façon suivante. On a d'une part ce qu'on appelle l'approche éthique qui consiste à, pour des raisons qui peuvent être de divers ordres, mais par exemple religieux aussi, des exclusions sectorielles ou normatives. C'est-à-dire que parce que on a telle ou telle conviction, par exemple le fonds norvégien a beaucoup
la Norvège a voulu gérer son argent et sa fortune en tenant compte des valeurs démocratiques qui étaient les siennes. Donc, elle ne voulait pas investir dans l'armement, investir dans des… Alors, ça peut être des choix, par exemple, d'exclure les OGM, ça peut être le choix d'exclure le tabac, ça peut être ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exclusion éthique, qui s'applique soit de façon sectorielle, c'est-à-dire à certains secteurs, soit de façon normative, c'est-à-dire qu'on refuse d'investir dans des entreprises qui violent de façon grave et répétée des conventions fondamentales des droits humains, par exemple. Et donc ça, c'est ce que fait par exemple le Fonds norvégien. L'approche, une autre approche qui est très pratiquée en France, par exemple, c'est de se dire non, nous, on ne veut pas exclure un certain nombre de choses, on veut au contraire sélectionner les meilleurs de la classe, c'est-à-dire les entreprises qui, au sein de chaque secteur, sans exclusion, ont les meilleures pratiques. Donc, dans ce genre de fonds dit ISR pour investissement socialement responsable best in class, à ce moment-là, vous trouvez par exemple des entreprises qui peuvent être du secteur de l'armement ou du pétrole, mais ce sont les meilleurs de leur secteur. Il y a une autre approche qui est celle de fonds thématiques, c'est-à-dire qu'en fait, on dit, moi, je veux investir que dans l'environnement et que dans des entreprises vertes. Donc là, il y a des fonds spéciaux pour ça, qui sont des fonds thématiques environnementaux. Et vous pouvez faire la même chose, par exemple, sur l'éducation ou sur des dimensions sociales qui sont donc, vous choisissez de vouloir mettre l'argent que vous investissez dans un thème. Et ça, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'impact investing, c'est-à-dire le fait de chercher à placer de l'argent, mais à le faire en générant un impact environnemental et social. Et donc, ces fonds thématiques répondent à cette approche-là. Aujourd'hui, on a vraiment souvent une combinaison de toutes ces techniques. Et c'est là où on arrive à la slide suivante. C'est-à-dire que l'offre s'est complexifiée au bon sens du terme. Elle s'est aussi elle a beaucoup grandi en termes de volume. Slide suivante, s'il vous plaît. Que veut dire ISR? Investissement socialement responsable, qui est une mauvaise traduction de l'anglais, puisqu'au départ, tous ces concepts sont assez anglais. Et donc, en anglais, c'est Socially Responsible Investment. Socially, ça veut dire pas socialement, ça veut dire sociétalement. L'idée, c'était que c'était des fonds qui faisaient de l'investissement à la fois en responsabilité. Ah non, mais là, c'est allé trop vite, par contre. Bon, on va y arriver, mais c'est pas grave. Donc, l'idée de la slide, voilà, tout à fait. Cette slide-là, c'est juste de vous résumer sur une slide le fait que aujourd'hui, voilà quelles sont les principales approches. L'approche négative, c'est donc l'exclusion sous ses formes diverses. Ça peut être aussi, par exemple, d'exclure des entreprises qui ont des mauvaises notes ESG, et ça, c'est un point sur lequel va revenir Dieter, ou qui ont eu un énorme scandale, c'est-à-dire que finalement, peut-être toute leur activité peut être assez utile d'un point de vue du développement durable, mais comme elles ont un très gros scandale de corruption ou de violation des droits humains, elles sont exclues par des grands investisseurs. L'approche dite positive, donc ce qui s'appelle le focus durabilité, là c'est une approche où on cherche plutôt non pas à sortir des portefeuilles, mais à sélectionner les mieux notés ou celles qui ont les pratiques les meilleures. Et donc dans l'impact investing, je vous en parlais tout à l'heure, là on trouve, en français on appelle ça les fonds solidaires, qui sont ceux qui génèrent effectivement, qui cherchent à avoir non seulement à faire la gestion financière, mais aussi à y ajouter des dimensions de l'utilité sociale. Il est très probable que ce modèle qui était déjà en train de se développer énormément depuis 2-3 ans va être en accélération énorme, puisqu'on fait face non seulement à une crise sanitaire majeure, mais aussi à une crise sociale et économique majeure et partout. Donc, du coup, cette approche-là va probablement se développer extrêmement massivement, puisque c'est une forme de réponse à la crise dont nous commençons seulement à mesurer l'impact en termes économiques et social. De façon plus globale, c'est le dernier point, aujourd'hui, en France en tout cas, vous avez de plus en plus de gestionnaires d'actifs qui font de l'intégration ESG globale, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je viens d'expliquer, qui est donc une analyse assez complexe sur laquelle ils ont investi, ils l'appliquent sur un volume d'actifs de plus en plus important. Et ce mouvement a été initié par la Banque Postale Asset Management en France, qui a commencé à dire il y a 2 ans, on va être tout ESG. C'est-à-dire que
Au départ, on est bien parti en 20 ans d'une niche assez petite qui a grandi progressivement. Et là, en tout cas en France, mais c'est un mouvement plus global aujourd'hui, et c'est là où on arrive à la slide suivante, on est sur une logique d'intégration globale sur l'ensemble des actifs d'une société de gestion. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'Amundi, qui est le leader européen de la gestion d'actifs, avec plus de 1000 milliards d'actifs. Donc, Amundi, par exemple, est dans une stratégie de globaliser l'intégration ESG sur l'ensemble de ses actifs. Donc, vous voyez la puissance de feu de la finance durable. Donc, je vous ai mis cette slide pour vous montrer que cette puissance de feu n'est pas, elle est française certes, elle est européenne bien sûr, et historiquement, l'Europe est le berceau de la finance durable. Mais en revanche, alors ces chiffres datent de 2018, ils pourraient être encore plus forts aujourd'hui. C'est bien un mouvement mondial, certes plutôt pays occidentaux, et je pense que ça va être un des points intéressants dans les échanges qu'on pourra avoir par la suite. Mais aujourd'hui, c'est en train de devenir la norme des grands investisseurs de tous ces pays-là, avec des croissances encore plus fortes dans des pays qui étaient partis tranquillement. Le mouvement, par exemple, aux États-Unis est en train de s'accélérer de façon extrêmement massive, et que donc très bientôt, la façon dont les grands investisseurs géreront leur argent sera complètement orientée par la grille de lecture que j'essayais de vous décrire très rapidement et à grands traits. Voilà, donc écoutez, je suis à votre disposition après avec Dieter pour répondre à vos questions, mais là, ça vous dresse un tableau à grands traits, à la fois des pratiques et de la façon dont la finance durable est en train de se développer très, très rapidement. Merci beaucoup à Anne-Catherine pour votre intervention. Alors, donc, j'ai relevé deux questions. La première, c'est que veut dire donc ICR? Vous l'avez… ISR, j'y ai répondu, oui. Et l'autre question, alors l'exemple donné pour la Norvège, que pensez-vous de l'exportation de la pollution? Oui, alors vous avez tout à fait raison. J'ai évoqué rapidement la problématique des données ESG fournies par les entreprises. Donc, on est bien là-dessus. C'est valable pour les États aussi d'ailleurs, qui est la question de quel type de données on dispose aujourd'hui pour des questions absolument clés comme la déforestation ou comme alors je vais revenir après, comme la déforestation par exemple ou les émissions de CO2. Aujourd'hui, on a un énorme problème qui est que on a très peu de données fiables, pertinentes et qui en plus comparables. Aujourd'hui, par exemple, c'est une entreprise qui décide d'elle-même de dire bon ben voilà, je prends des objectifs, je prends une année de référence qui est en général la pire pour elle, donc ça peut être 95 par exemple, et je réduis et je prends un engagement de réduire à tel horizon mes données de CO2, c'est-à-dire je dis qu'en 2020 j'aurais baissé de 45% mes émissions de CO2 comparativement à 95. Le problème, c'est que c'est sa décision, et deux, par définition, c'est une méthodologie qui lui est propre et ça ne permet pas de savoir si c'est un cimentier, par exemple. Ça ne permet pas du tout de savoir et de comparer ses émissions de CO2 ou la baisse de ses émissions de CO2 par rapport à un autre cimentier qui, lui, va choisir une méthodologie différente. Donc, effectivement, l'exportation de la pollution, alors je réponds à votre question parce que si on intègre justement la mesure de CO2, ça veut dire qu'on doit intégrer les émissions indirectes, celles qu'on a générées et puis celles qu'on a générées aussi par l'importation d'un certain nombre de choses. Donc, effectivement, et j'imagine que vous faites allusion, par exemple, aux déchets qu'on a envoyés dans le monde entier, l'Europe, ou à un certain nombre d'autres choses. Il y a effectivement aujourd'hui, dans la façon dont on comptabilise les choses, un vrai problème parce qu'on ne comptabilise pas cette pollution exportée à juste titre. C'est en train de bouger sur un sujet qui est la biodiversité. Où est la place de l'Afrique dans cette ISR? Écoutez, et c'est aussi pour ça que je vous ai mis cette slide. Pour l'instant, elle est de façon assez indirecte et j'allais venir par la biodiversité. Premièrement, ces stats, et c'est le biais, elles viennent des forums pour l'investissement responsable qui se sont développés dans les pays occidentaux, dans les pays que vous voyez sur cette carte, depuis 20 ans. Et il y a eu une tentative de forum pour l'investissement responsable africain qui est parti d'Afrique du Sud, mais qui, à ma connaissance, n'a pas perduré. Donc, on a un problème aussi de capacité,
fourniture de données, en sachant qu'il y a certains pays, en particulier en Afrique du Sud, il y a au Maroc aussi, il y a la Caisse des dépôts du Sénégal, par exemple, qui est dans un réseau qui pratique ce genre de choses. Donc, il y a des choses qui se font, mais la capacité à pouvoir agréger ces données reste encore à construire. Donc, ça, c'est un premier sujet. C'est pour ça que c'est pas très visible. En revanche, l'Afrique est très présente dans la façon dont on analyse aujourd'hui les entreprises qui opèrent en Afrique sur leurs enjeux, parce que la plupart du temps, les enjeux ESG, prenons au hasard des pétroliers, non, qui fait partie, en fait, elle fait partie d'un réseau de caisses des dépôts qui a pris un certain nombre d'engagements sur le développement durable. Pour information d'ailleurs, il y a un sommet des banques publiques le 12 novembre prochain à Paris autour de ces questions-là, autour des objectifs de développement durable, dans lequel les réseaux des caisses de dépôt, dont celle du Sénégal, et avec un gros, forte présence des banques publiques de développement et en particulier des banques publiques africaines sur ces sujets-là. Donc ça permettra de faire le lien. Donc là où je veux en venir, peut-être pour essayer d'être synthétique, c'est que le lien qui est fait entre les objectifs de développement durable donc, qui ont été adoptés en 2015 et toutes ces démarches, c'est bien de regarder à la fois ce que les entreprises font quand elles opèrent en Afrique, mais aussi les éventuels investissements qui peuvent être faits soit en non-coté, soit en coté en Afrique, pour mesurer justement en quoi ça génère certes des bénéfices financiers, mais surtout en quoi ça génère des capacités d'atteindre les objectifs de développement durable sur des sujets environnementaux, par exemple, ou sociaux. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui existent fortement, qui ne sont pas quantifiées dans cette carte, puisque là, on quantifie les volumes de gestion d'actifs et non pas les entreprises, leurs activités et la façon dont elles sont évaluées. Est-ce que je suis à peu près claire? Ok. Alors, donc, j'ai d'autres questions. Alors, en quoi la finance durable est devenue une des pratiques du marché? Alors, en quoi alors, d'abord, l'idée de la finance durable, c'est le méta-concept, on va dire, c'est-à-dire c'est celui qui englobe toutes les. C'est ce que j'ai essayé de vous résumer très très rapidement, parce que qui englobe, c'est le concept qui englobe à la fois l'intégration l'intégration ESG, enfin tout ce qui est, voilà, tout à fait. Cette slide, c'est une bonne idée de la remettre. C'est-à-dire toutes ces pratiques-là sont résumées sous le terme finance durable. Donc, en soi, en quoi c'est devenu une pratique de marché? Parce que vous avez de plus en plus… Alors, c'est particulièrement vrai en France, parce que depuis 2015, il y a une loi qui oblige les grands investisseurs institutionnels à expliquer comment ils gèrent leur risque climat et comment ils intègrent des critères ESG. Donc, aujourd'hui, globalement, ils sont un peu obligés de le faire, même si c'est une loi assez soft parce qu'il n'y a pas vraiment de sanctions. Mais c'est valable de façon plus générale, puisque vous avez, par exemple, les grandes banques, et en particulier celles qui opèrent en Afrique, hein, type comme la Société Générale, qui est assez présente en Afrique, qui prennent des engagements sur le climat. Donc ça, c'est de la finance durable. Et donc, ces engagements sur le climat sont censés le faire respecter partout. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu plusieurs polémiques en Afrique sur le financement de centrales à charbon, par exemple. Et aujourd'hui, il y a des campagnes assez fortes qui sont que, alors je crois que c'est au Sénégal d'ailleurs où ça a été bloqué le projet, puisque en gros, et ça c'est de la finance durable, c'est-à-dire quand il y a un projet de centrale à charbon qui paraît incompatible avec l'accord de Paris, il y a donc d'une part des ONG locales qui protestent, et puis il y a aussi l'idée qu'on bloque les financiers en disant non, non, vous ne pouvez pas financer ce projet puisqu'il est en contradiction avec les engagements que vous avez pris. Et ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment des choses très concrètes qui se passent sur un certain nombre de projets en Afrique. Sur la déforestation, c'est tout à fait le cas. On parle beaucoup du Brésil, mais il y a évidemment aussi la question de la forêt primaire africaine. Et donc ça, aujourd'hui, quand un investisseur regarde les questions de déforestation et de la façon dont l'entreprise prévient ou contribue à la déforestation, il regarde évidemment ce qu'elle fait en Afrique et quelle politique elle a mis en place. Donc c'est de ce point de vue-là où l'Afrique, qui est aussi évidemment sur la question minière au premier plan, hein, en gros sur toutes les matières premières, hein, c'est en fait un sujet primordial de finance durable. Et donc pour finir sur le marché, ce qui permet de montrer que c'est devenu une pratique de marché forte, c'est les 100% ESG. Quand un acteur quand même, alors il y a deux acteurs très, très importants de la gestion d'actifs, BlackRock à l'échelle de la planète, plus de 5 000 milliards d'actifs, Amundi à l'échelle européenne,
Donc, tous les deux ont pris des engagements d'intégration globale dans leur pratique. Alors après, on pourra en discuter, j'imagine, longuement. Mais en tout cas, ils ont pris ils ont pris des engagements publics dont ils sont comptables. Et donc, les parties prenantes que vous êtes peuvent tout à fait leur demander des comptes sur la façon dont ils appliquent ces engagements. Ok. Alors, il y a une question. Donc, y a-t-il une différence entre évaluation d'impact et impact investing? Et les deux termes font référence à l'investissement socialement responsable. Alors, en gros, et c'est là où je parlais des problématiques de jargon, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que je disais en disant que c'est un peu une barrière à l'entrée. Pour faire simple, l'ISR, c'est vraiment une terminologie qui est un peu du passé de mon point de vue, qui est très appliquée à d'abord, c'est très français comme terminologie aujourd'hui, et ensuite, ça s'applique à des fonds cotés souvent, qui sont donc des fonds sur les marchés cotés qui intègrent des dimensions ESG et qui sont vendus, puisqu'en France, en plus, il y a deux labels. Donc, il y a un label ISR promu par le ministère des Finances et il y a un label Greenfin pour la finance verte, dont nous, on est auditeur, qui est promu par le ministère de l'Écologie. Mais cette terminologie, elle est plutôt appliquée à ça. L'impact investing et l'investissement impact, c'est effectivement la même chose. Et ça, c'est une démarche qui existe aussi en France depuis longtemps, mais qui est bien plus globale que ça, et qui est au départ vraiment beaucoup dans le non-coté. Ce qui s'est développé, et c'est beaucoup plus simple quand même, donc de chercher à la fois de l'impact et de répondre en général et d'apporter de l'argent et des capitaux à des modèles qui ont souvent des difficultés à se financer parce qu'ils sont soit sur des problématiques sociales, soit sur des problématiques environnementales émergentes qui n'ont pas encore leur modèle économique et donc les marchés cotés n'ont pas encore, sont pas là-dessus. La nouveauté depuis 2-3 ans, c'est qu'on essaie de appliquer ces grilles de lecture développées par l'investissement impact avec des indicateurs d'impact sur les marchés cotés. Alors, c'est particulièrement aux Pays-Bas où on fait ça, mais c'est vrai aussi pour les fonds scandinaves, qui consiste à prendre la grille des ODD, par exemple, et d'analyser les entreprises cotées avec toute la complexité d'activité qui est la leur, d'appliquer cette grille pour voir effectivement, pour voir si effectivement telle ou telle entreprise contribue positivement ou non aux ODD, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le problème, c'est que dans ce genre d'approche, on peut considérer que Monsanto est une solution parce que c'est des OGM qui, du coup, vous connaissez, c'est évidemment un sujet extrêmement polémique, qui est que les OGM contribueraient à augmenter la productivité, donc aideraient à nourrir la planète. Il y a encore des gens qui pensent ça. Ils sont a priori pas très nombreux dans le monde de l'environnement, enfin du respect de l'environnement. Mais vous voyez bien les problématiques que ça pose, puisque la question, c'est qu'on a à peu près identifié les problèmes, et l'Afrique en porte malheureusement un certain nombre, type changement climatique ou autre. Mais en fait, la question de quelles sont les solutions bénéfiques qui permettraient d'atteindre les objectifs de développement durable et donc de limiter le réchauffement climatique, de protéger la biodiversité, de veiller à ce que tout le monde puisse manger. Ça, toutes ces questions-là et quelles sont les solutions sont aujourd'hui des questions qui sont devant nous. Et peut-être j'en conclurai là-dessus. C'est là où ce qui est très intéressant dans cette logique d'évaluation d'impact et des trajectoires, c'est que là, on peut permettre d'analyser la façon dont les entreprises ont des impacts positifs supérieurs à leurs impacts négatifs, et que c'est celles-là qui vont non seulement être les plus résilientes, mais c'est celles-là qui vont contribuer non seulement à atteindre les objectifs de développement durable, mais surtout à permettre qu'on puisse être durable tout court. Puisque ce que nous montre la crise du Covid-19, c'est que les menaces, moi ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, honnêtement, ça fait 20 ans que je répète qu'un jour ça va être très grave, je ne pensais pas que ça serait maintenant. Or maintenant, c'est très grave partout. On voit bien que les crises se combinent, c'est-à-dire qu'on a une combinaison des crises sanitaires, environnementales, sociales, économiques et financières. Pour l'instant, pas tant que ça financière d'ailleurs. Et que donc cette combinaison de crises-là, il faut absolument travailler à identifier les modèles qui nous permettront d'en sortir. Et c'est vraiment ça qui est en train d'émerger comme débat. Et c'est la question de la conditionnalité des plans de relance, c'est toute cette question-là. C'est pour ça que le sommet des banques publiques. Alors là, juste pour votre information, c'est en accès libre sur notre site. On a fait des études sur la façon dont le dispositif français
d'obligation d'information des grands investisseurs sur ces sujets-là. Alors, vous avez en rouge ce qu'on leur demande et vous avez dans nos études, donc on a fait 3 saisons de suite, la complexité, on les a appelées 173 nuances de reporting puisque c'est l'application de l'article 173 de la loi sur la transition énergétique. Et objectivement, chacun a fait sa vie. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème à avoir une vision juste de la façon dont les grands investisseurs appliquent ces règles. Et c'est là où je pense que ça fera le lien avec la présentation suivante. On a aujourd'hui vraiment besoin d'harmonisation et c'est pour ça que la taxonomie européenne est extrêmement importante puisqu'elle crée un cadre, une définition commune de ce qu'est une activité verte. Et donc, on va pouvoir voir très rapidement, l'année prochaine, la part verte des entreprises, de l'activité des entreprises à l'échelle européenne. La taxonomie s'applique pour les entreprises qui ont juste, qui peuvent être très présentes en Afrique, mais qui ont une activité en Europe. Elle pourrait s'appliquer aussi à un certain nombre d'entreprises chinoises, par exemple. Et puis, on verra aussi quelle est la part verte des fonds. Donc, on est sur un chemin de structuration de pratiques de finances durables qui se sont considérablement développées dans certains endroits, pas de façon homogène, mais qui sont bien sûr extrêmement intéressantes. Ok, très bien. Alors, une dernière question. Et puis, alors la question sur les ODD, on tâchera Catherine d'y répondre à la fin. Alors, juste une dernière question. C'est comment les entreprises donc arrivent à faire face aux risques malgré le lien entre la finance durable et la RSE? Alors, je pense que ça, c'est l'éditeur qui pourra peut-être, puisque c'est vraiment l'objet de sa présentation, théoriquement, enfin, je vais juste dire ça, il y a 20 ans, quand ces choses étaient plutôt théoriques que pratiques, l'idée, c'était que c'est les deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire la RSE était l'application de ces critères ESG par des entreprises et l'ISR, l'intégration de ces mêmes critères par les investisseurs. Et ce qui est très intéressant, en fait, mais par contre préoccupant dans l'efficacité du dispositif, c'est qu'en fait, en 20 ans, il y a eu 2 droits parallèles. C'est-à-dire que les entreprises se sont appropriées la RSE et on en fait un certain nombre de définitions, et les investisseurs ont développé, on va dire, la finance durable, et qu'aujourd'hui, et ça, moi, je le vois quotidiennement, le dialogue, on est souvent dans le dialogue de sourds entre entreprises et investisseurs, parce que les entreprises disent, en gros, nous, on a développé des données, on a développé des choses extrêmement complexes pour répondre à toutes ces notations ESG. Et puis vous arrivez depuis 2015 en nous parlant trajectoire climat, contribution aux ODD, etc. Et du coup, tout ce qu'on a fait, ça vous intéresse pas. C'est quand même, et effectivement, on est à un moment extrêmement intéressant où le pouvoir des investisseurs étant ce qu'il est, ils ont un pouvoir d'influence très forte sur les entreprises parce que de facto, la façon dont elles ont compris la RSE n'est pas forcément ce qu'ils en attendent. Dernier exemple, Total est probablement l'exemple le plus frappant aujourd'hui. Fin 2019, l'entreprise dit bon, de toute façon, ce qui intéresse les actionnaires, c'est des profits et des dividendes de la transition. Le dirigeant de Total dit je verrai ça quand je serai mort. Il n'est pas si vieux que ça, puisqu'il a même 60 ans. Donc ça, c'est en décembre, il dit ça. Et puis là, il a eu 2 résolutions d'actionnaires qui lui demandent d'avoir une stratégie climat beaucoup plus ambitieuse. Ces actionnaires représentent 25% de son capital et du coup, toute son AG se fera sur la stratégie climat du pétrole. Donc, vous voyez bien qu'on est sur des changements majeurs avec un mouvement, et c'est une des dimensions que je n'ai pas abordée, qui est celle de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire que les investisseurs responsables, quelle que soit la taille de l'entreprise, poussent à ce qu'elle ait une stratégie en cohérence avec tout ce qu'on vient de se dire. Et donc ça permet aujourd'hui de réorienter la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça Excusez-moi, j'ai fait tomber mon petit téléphone. Okay. Merci beaucoup Anne-Catherine. Donc,